Alors, on n'a pas forcément le temps de regarder chacune de ces étapes. Hein, on a 1 heure et puis j'aimerais bien, je ne sais pas si on, peut-être vous pouvez me préciser si on a 15 minutes de questions ou j'avoue que j'ai plus en tête les. Oui, oui, en effet, normalement, on réserve 10 à 15 minutes à la fin pour les questions. Parfait, merci beaucoup. Donc en fait, je table pour finir dans 12-15 minutes à peu près. Voilà. Euh, alors, donc on a un petit peu de temps pour regarder ce diagramme puisque les autres sont un tout petit peu moins fouillés. Donc on peut commencer avec le 1, là, donc on a notre l'accord de partage des données, hein, DTWay, éventuellement avec un Data Management Plan. Donc on le soumet, point d'interrogation, à un comité d'éthique qui autorise, ou éventuellement pas, hein, si on est dans le cas rouge, ben, c'est pas autorisé, si on est dans le cas vert, ben, c'est autorisé. On autorise l'acquisition de la donnée, les étapes supérieures, si vous voulez. Évidemment, en principe, les conditions de partage de la donnée, hein, selon quel consentement la donnée va être acquise, etc., c'est quelque chose qui, immédiatement ou à court terme, va devoir être euh, accessible dans un second temps par le Data Access Committee. Hein. Donc le Data Access Committee, quand lui, il va autoriser, quand la donnée aura été finalisée et générée, il va devoir consulter les conditions de partage de la donnée. Hein. Alors on peut utiliser des ontologies. Hein. Il y a des ontologies comme Duo qui définissent le partage de la donnée, ou alors on donne à disposition le document du consentement signé. Il y a plusieurs modalités pour faire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Donc on a un lien avec des pointillés entre le Data Access Committee et l'origine même du comité, de l'accord donné par le comité d'éthique. Ensuite, on peut regarder 3. Donc, le chef de projet reçoit une autorisation pour continuer avec son projet. Donc, c'est l'étape 3. Il va faire toutes les transformations nécessaires. Donc, c'est l'étape 4. Et puis, à un moment donné, il va déverser la donnée dans le catalogue. Alors, il ne déverse pas forcément toute la donnée, on l'a dit. Hein. La donnée sécurisée va aller avec l'étape 6 dans le réseau sécurisé, hein, que ce soit Biomed IT ou un autre. Ça pourrait être, pour un consortium international, on pourrait imaginer autre chose que Biomed IT. Hein. Et puis, il va aussi ajouter des métadonnées. Alors ça, c'est ce qui va arriver dans le metadata catalogue. Et puis, des cross-références pour dire où se trouve la donnée, typiquement, ou des liens vers d'autres datasets. Voilà. Donc voilà, ça c'est la partie catalogue qui vient à proprement parler avec l'indexation dans l'étape 7. Ensuite, voilà, l'étape de l'usage primaire de la donnée est finie. Et puis maintenant, si on veut continuer d'aller plus loin, il faut regarder les usages secondaires de la donnée. Les usages secondaires de la donnée, bah, c'est ce qui se passe dans le carré arrondi vert, là, avec à nouveau une consultation en étape 1 du dataset catalogue. Si on trouve quelque chose qui a un intérêt pour l'étude, alors le catalogue lui-même doit être public. Hein. Le chercheur doit pouvoir regarder quel genre de données est à disposition, même s'il n'a pas forcément accès, mais il doit au moins savoir de quoi il peut disposer pour faire son projet. Hein. Et évidemment, si jamais il trouve ce qui l'intéresse, il va demander un accès encore à un comité d'éthique qui va lui accorder. Et puis étape 4, il va accéder à ce contenu. Hein, donc pour ça qu'on a ce dataset access portal qui va demander un accès à un DAC, hein, Data Access Committee, qui peut à nouveau, qui peut dire oui ou non, mais qui peut aussi demander des compléments d'informations, etc., etc. Et puis si jamais tout est en ordre, eh bien en fait, le portail d'accès à la donnée va donner accès au repository, enfin à la base de données sécurisée. Et là, le chercheur a accès à sa donnée. Voilà. Et puis ce cycle-là continue, c'est-à-dire que lui-même va refabriquer de la donnée, il va à nouveau la déverser, l'enrichir avec des métadonnées, mettre des hyperliens, etc., etc. Voilà. Alors c'était un peu long, mais j'espère que je pense que c'était utile de regarder un peu en détail ça. On a encore des choses plus fines, on peut zoomer encore dans ces régions-là, mais enfin voilà.
le transparent suivant, en fait, il n'ajoute pas énormément d'informations, si ce n'est qu'on se rend compte que on pourrait très bien avoir dans les données originales, alors ça concerne probablement directement les gens qui gèrent les données de type cohorte, on pourrait très bien avoir des consentements différenciés au niveau de la création de la donnée de primaire, hein, selon les sujets, selon les participants, en fait. Hein. Alors ça, c'est pour ça qu'on a dupliqué ces deux, le jaune et le gris. Et puis, ce qui est important sur le transparent, c'est le fait que, évidemment, il y a des données à gérer, ça c'est le rôle du data catalogue, mais on sait bien que une partie de ce qu'on gère dans un projet de recherche, ce n'est pas des données, mais c'est aussi des échantillons. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des conditions d'accès particulières pour l'accès à des échantillons de type biobanque. Voilà. C'est pour ça qu'on a on a aussi en dessous là, le sample repository qui est en fait typiquement une biobanque qui va stocker ou pas de la donnée avec des conditions d'accès, autres, etc. Voilà. Pour la deuxième partie, usage secondaire, ça peut se médiatiser par un IRB, hein, etc. Alors là, encore une fois, les universités suisses sont en train de... J'imagine que c'est pareil à Lausanne, à Bâle, à Genève, etc. On essaie de mettre en place des Data Access Committee. Je dirais que c'est encore des travaux de réflexion. Hein. Je ne suis pas certain, peut-être vous me direz où vous en êtes à l'UNIL. Je ne suis pas certain que tout est toujours très bien balisé et protocolé au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas, on va dire dans les 6 à 12 ou 18 mois, on va avoir ces choses qui vont se mettre en place. Alors, les derniers transparents, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, en tout cas pas pour le 13, c'est plutôt pour la donnée elle-même, enfin, la métadonnée, qu'est-ce qu'on va utiliser pour la décrire, la métadonnée? En plus, ça ne doit pas être très visible parce que faudrait presque zoomer. J'avoue que je vais essayer. Je ne peux pas faire ça facilement. Bon, je renonce et je reviendrai ça et je zoomerai si vous avez des questions. Mais la métadonnée elle-même qu'on va stocker, c'est-à-dire le site de création, l'indication thérapeutique, la population, etc., etc., on va s'appuyer sur un schéma de données qui est public et qui est défini par, en l'occurrence, le DATS. Il est à la fois défini par le NIH et il est conforme aux spécifications du WWW. C'est-à-dire que c'est entièrement du RDF, ce qui supporte la description de la métadonnée. Voilà. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'éventuellement, les data catalogues eux-mêmes seront interopérables. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la donnée elle-même du catalogue pourrait être déversée dans DBGaP. La métadonnée, hein, excusez-moi, elle pourrait être déversée dans DBGaP ou dans EGA, etc. Alors, ça, c'est le transparent 14. Alors, si vous avez des questions, excusez-moi, sur le transparent précédent, je reviendrai dessus. On a toute l'information organisationnelle, on a la description des datasets, on a des timestamps, on a des ID, on a une couche de curation de la donnée. Alors, la couche de la curation de la donnée, elle peut être triviale. C'est l'auteur le chercheur en charge du projet qui dépose la donnée et qui fait une curation minimale. Hein. Il nous dit que ça parle du cancer du pancréas, il nous dit qu'il y a 1257 patients. Voilà, il nous dit des choses minimalement. Ou alors, on peut aller beaucoup plus loin et décrire la donnée beaucoup plus finement, jusqu'à un niveau de granularité des tables elles-mêmes qui ont permis de créer la donnée. On pourrait imaginer qu'on indexerait la description des champs, alors pas le contenu lui-même, hein, pas le contenu qui décrit l'état du participant, mais la description du niveau supérieur de la table que l'on stocke dans les données. Hein, en espèce de le codebook, si vous voulez. On pourrait imaginer qu'on décrit intégralement ou qu'on associe le codebook pour les datasets. Voilà. Et ça, on peut le faire assez facilement avec ce schéma du DATS. Voilà. Voilà. Je crois que pour le DATS, je peux en rester là. Alors, si on regarde typiquement les types de données qui sont stockées via le DATS dans
dans DataMed, qui est un agrégateur de tous les catalogues US. Hein, donc, on se rend compte qu'on a à peu près, donc je crois qu'il y a 16 types de données dans DataMed. Alors, on peut les parcourir rapidement. Études épidémiologiques, données de protéomique, phénotype, expression de gènes, séquence de nucléotides, morphologie, alors, essais cliniques, données de protéomique, données épigénétiques, données donc les méta-analyses, hein, data from papers, données omics. Alors c'est un peu redondant avec gene expression, mais c'est un sous-set. Tout ce qui n'est pas classé comme ADN, en fait, la métabolomics, etc., ben on va la mettre dans omics. Des données de survie, voilà, de review en quelque sorte, hein, des données cellulaires, de tout niveau, des données d'image, des données non spécifiées évidemment, et des données purement textuelles. Hein, voilà. Alors voilà, il faut savoir qu'actuellement dans SPHN, on a fait un mapping avec ces types-là et on a à peu près tout, sauf la morphologie. En tout cas, c'est pas clair. On n'a pas d'essais cliniques au sens strict. Et on n'a pas trouvé de données sur les lignées cellulaires, si vous voulez. Hein, voilà. On n'a pas trouvé au sens, encore une fois, strictement ça. Mais probablement qu'il y aura des données stockées de lignées cellulaires. Voilà. Et à droite, donc, on a les projets SPHN qui semblent inclure des données du type DataMed à gauche. Voilà, ça c'est où on en est. J'ai une petite question, excusez-moi. Où sont les données administratives là-dedans, tout ce qui est justement ICD-10 et données OFS par exemple? Alors, dans les types DataMed, c'est que des descriptions, c'est la partie descriptive. Ce que je vous montre là, c'est ce que j'avais appelé au tout début, j'ai dit qu'il y avait des données administratives, descriptives, structurales, vous voyez, j'avais dit ça. Et cette classification DataMed ne porte que sur la descriptive. Donc la partie administrative, par exemple, elle n'est pas exprimée ici. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres schémas pour la donnée descriptive. Typiquement, la recommandation actuelle, c'est d'aller vers Duo pour la donnée descriptive. Hein. Duo, c'est une ontologie. Voilà, vous la connaissez peut-être. Voilà, c'est la recommandation du GF4GH et qui a reprise par DBGAP. Mais actuellement, ils n'utilisent pas Duo. Hein. C'est quelque chose qu'ils veulent faire, mais ils n'utilisent pas Duo. D'accord. Donc là, c'est dans Epidemiologic Study ou Clinical Trials ou... Voilà, en fait, on aura une couche, c'est orthogonal. On a la partie descriptive ici, et puis on a une autre description avec la Duo qui va vous dire, par exemple, que la donnée est consentie pour des études publiques sur des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est un autre référentiel qui va le décrire. D'accord. Ok. Écoutez, c'est bien qu'on arrive à la séance des questions, puisque j'arrive tout doucement vers la fin de la présentation. Alors, j'ai essayé de j'ai regardé en fait le mandat, cet autre mandat sur la gestion des données du type cohorte. En fait, il y a énormément de redondance en tout cas dans la description du mandat, c'est-à-dire que les deux se préoccupent de la gestion des données de la recherche selon les principes FAIR, etc. Ça, c'est dans leur cahier des charges. Et puis en revanche, si on essaie de regarder, alors si on regarde un peu plus le détail, on se rend compte que c'est quand même assez complémentaire et parce que très différent. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Peut-être qu'il faudra faire un travail de clarification des définitions qui sont utilisées dans les deux groupes de travail. Hein. On a, certains des groupes de travail qui travaillent sur les cohortes sont aussi membres du groupe de travail sur le catalogue. Donc, ça a permis un peu de la percolation et de l'échange d'idées. C'était assez efficace en réalité. Mais si je regarde vis-à-vis du FAIR, typiquement, je dirais que probablement que le groupe de travail sur le data catalogue a une emphase un peu plus importante sur la capacité à découvrir la donnée. Hein, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un tiers ou la moitié du travail va porter sur le moteur de recherche pour trouver la donnée. Hein, c'est pour ça que je mettrais 3 étoiles à la findability. Alors que peut-être pour la gestion des cohortes, bah peut-être que, enfin,
il n'y aura pas une exploration de la donnée au sens où on a besoin d'un moteur de recherche, c'est ça que je veux dire. L'accessibilité, je crois que les deux ont à peu près le même problème avec l'accessibilité, c'est-à-dire que de toute façon, il faut que l'accès soit régulé. Et ça, les deux ont un travail à faire là-dessus. Donc, j'ai mis deux plus. Voilà. Ça peut se discuter, mais en tout cas, à mon avis, les deux ont pas mal de travail avec ça. Et là, peut-être qu'on a moyen de faire pas mal de synergies, des synergies ou des complémentarités, ça va ensemble. L'interopérabilité, moi, j'ai l'impression que même s'il faut qu'on s'occupe d'interopérabilité autant que possible, j'ai quand même l'impression que c'est un défi qui est plus important pour les cohortes, parce que finalement, pour l'interopérabilité des données du catalogue, on a deux types de données. Les données décrivant l'étude clinique elle-même, et ça, quelque part, le catalogue, il vient après la bataille, sauf avec le DMP, mais il vient un peu quand les données ont été générées. Le dataset il y a une unité, il y a une autonomie de la donnée. Donc, on a quand même du travail au niveau pour s'assurer qu'on a des descripteurs qui décrivent adéquatement la donnée. Donc, on ne peut pas le réduire à zéro. On doit faire le boulot pour que ce soit découvrable et d'une manière intéressante. Mais enfin, c'est peut-être plus un problème, je pense, du côté de la gestion des cohortes, où là, il ne faut pas se planter, parce que si on se plante de référentiel, c'est embêtant sur une cohorte qui va durer, même si elle dure que 4 ans, c'est très embêtant. Et puis, pour l'usage de la donnée, c'est presque égal. C'est presque égal, je crois, pour les deux. Peut-être un petit peu plus pour la partie du groupe de travail qui s'occupe des cohortes et de ce type d'études plus longues. Voilà, ça c'est ma vision. J'espère qu'on peut en discuter. Et puis, il me reste à remercier les gens qui m'aident en plus du groupe de travail lui-même, que j'ai cité dès le début. Il y a mon équipe à moi au CIB, donc Anouk, Romain. Romain, c'est essentiellement lui qui porte le projet, il faut le dire. Il y a Douglas. Et puis les gens du SPHN, voilà, Sabine, Yann et Catherine. Et puis je remercie aussi Muriel, parce que dès le début du mandat, on avait fait une séance ensemble. Et moi, ça m'avait permis vraiment de comprendre, en tout cas en partie, où étaient les points de jonction et les points de séparation entre les deux groupes de travail. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation extrêmement intéressante. On voit que c'est tout un nouveau vocabulaire qu'il faut acquérir dans ces domaines-là. Et j'ouvre la séance de questions. Je suis sûre qu'il y aura plein de questions de la part des participants. Alors, si ce n'est pas le cas, moi j'en ai quelques-unes. Donc, tu peux revenir peut-être à la slide 14. Oui. Dans la classification, c'est vrai que probablement il y a des vocabulaires qui sont différents d'un domaine à l'autre. C'est vrai que par exemple, le projet SACRE qualifierait tout à fait d'être dans le domaine études épidémiologiques. Par exemple, moi je l'aurais mis là. Et c'est vrai qu'on a peut-être je ne sais pas si on peut considérer que cette liste de descripteurs, de types de données médicales, est complètement exhaustif. Est-ce que ça se veut exhaustif, cette liste de 17 types de données, ou c'était juste un exemple? Alors, je vais répondre. En fait, c'est purement un exemple. C'est vraiment un exemple. C'est-à-dire que des référentiels de données, là, on a pris DataMed, parce que DataMed commence à être pas mal utilisé. Donc, c'est comme une petite ontologie, si vous voulez, qui est utilisée. Et on a essayé de faire l'effort de voir. On a pris celui-là. Je crois même qu'on en a pris un deuxième. On a aussi essayé de faire ça avec on a un vocabulaire qui est je crois que c'est le British Medical Journal, qui classifie les études selon le design expérimental. Et on a fait un travail que sur le design, donc qui est plutôt justement études épidémiologiques, essais cliniques randomisés versus méta-analyse de la littérature, etc. Donc en fait, on en a pris deux. DataMed, on l'a pas mal fouillé pour juste essayer de voir dans quelle mesure on serait capable de projeter les projets SPHN. Donc on s'est dit, tiens, on a pris les vrais projets SPHN, les drivers ou les implementation studies, et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait les mapper dans tel ou tel référentiel. En fait, Et
l'autre référentiel du British Medical Journal, il est pas mal, mais typiquement, il ne décrit pas bien la donnée en termes il décrit bien les designs expérimentaux, donc, mais pas les données elles-mêmes. Il ne va pas décrire que la donnée, c'est de la protéomique. Oui. Donc, en fait, on se rend compte que il faut probablement multiplier les points de vue avec des référentiels différents. Peut-être qu'il faudra un référentiel que pour le design de l'étude, voilà. Un référentiel que pour la description des fichiers, ou la description des séquences, etc. Et puis c'est ce qu'on avait vu au tout début. Vous voyez, quand on avait regardé le tout début, alors, je vais juste sauter sur le transparent de dbGaP, là. Il faut juste que je... Hop, hop. Voilà, celui-là. Alors, celui-là, il est assez intéressant parce qu'on se rend compte que, voilà, typiquement, le type de study, là, type of study, il est plus riche que ce qu'on avait dans DataMed. D'accord ? Vous voyez, études longitudinales, études randomisées, double aveugle, etc. Et puis, on pourrait aller voir plus loin. Il y a beaucoup plus de descripteurs sur le design expérimental, hein, qui s'apparente au British Medical Journal. Et puis, il a un autre référentiel terminologique, hein, je ne sais pas comment dire, un vocabulaire contrôlé autre, pour décrire la composante structurelle. Vous voyez, il est capable d'avoir, je ne sais pas, c'est du Illumina ou du Gene Focus à 50 000 points, Affinity. Vous voyez, en fait, chaque donnée dans le data catalogue, on va devoir définir, alors on peut définir par défaut, a priori, définir un vocabulaire pour l'indexer. Et c'est vraiment pas DataMed qui va être le choix final de la description de la donnée. Voilà, c'est si ça répond en partie à la question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question parmi l'audience? Oui, moi j'aurais une question. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien, très bien. Oui, bonjour, c'est Angela Guibel du FI. Moi j'ai une question plutôt par rapport à l'architecture. Je crois que c'était le slide numéro 11 ou 12, je ne sais plus. Oui, alors attendez, j'y vais tout de suite. Alors, le 11, c'est celui-là? Oui, voilà, celui-là. Alors, merci beaucoup pour la présentation en général. C'est vrai que c'est très intéressant de voir dans quelle direction on va. J'avais juste une question par rapport à... Là, je comprends très bien l'approche qui est de dire, voilà, pour des projets où on aurait déjà partagé, par exemple, des données sur un réseau Biomed IT, voilà, on a l'information dans le data catalogue, et un autre projet qui aurait besoin des mêmes types de données, ferait un secondary use en adressant sa demande et pourrait voir facilement quelle donnée est disponible et comment l'acquérir. Donc ça, si j'ai bien compris, ça c'est ce qui est décrit là. Mais j'avais une question par rapport à l'autre cas où dans les projets SPHN, on va pas forcément partager la donnée entre hôpitaux, par exemple. Si je prends des systèmes comme Medcode, Clinerion, où on a des cohortes qui se font ou qui sont RDFisées, qui sont harmonisées, où voilà, on sait que ces patients sont à disposition, mais l'information ne va pas forcément être partagée sur l'infrastructure Biomed IT. Est-ce que le data catalogue va couvrir ça? C'est-à-dire que des chercheurs auraient quand même accès, de savoir, voilà, c'est peut-être pas sur une infrastructure centrale, mais dans tous les hôpitaux, on sait qu'il y a ce dataset qui est disponible, qui a été harmonisé et qui est potentiellement possible pour une étude qui, elle, va demander à l'utiliser. Est-ce que c'est un point qui a été abordé ou pas pendant... Alors, je vais vous répondre facilement. En fait, on l'a abordé dès le début. Donc, on connaît très bien on suit ce qui se fait avec disons, les plateformes du type I2B2 ou des choses comme ça. En réalité, alors il y a deux manières de voir le problème. La manière la plus simple, c'est de dire, en fait, ce sont des données, mais ce ne sont pas des datasets. Ça, encore une fois, c'est un problème de définition. Parce que c'est quelque chose c'est une donnée, il n'y a absolument aucun doute que c'est une donnée, mais c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Typiquement, un data warehouse dans un hôpital, ça a commencé à un moment donné, mais ça finit jamais. Enfin, on peut imaginer tous les cas de figure, mais enfin, donc en fait, c'est pas au sens strict un dataset, c'est pas un ensemble qu'on peut délimiter, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première conclusion, c'est de dire, comme c'est pas délimitable,
ben, en fait, on va pas forcément les inclure dans le catalogue du dataset catalogue. Première solution. Deuxième solution, on pourrait dire, si ces gens-là sont capables de générer de la métadonnée pour décrire leur, je ne sais pas comment appeler ça, leur data warehouse, en fait, hein, pour décrire le contenu de data warehouse, s'ils sont capables de la décrire, eh ben, on peut stocker les métadonnées dedans. Vous voyez, c'est les deux extrêmes possibles. Soit ils sont capables de dire, bah, nous, en fait, on a à disposition un data warehouse qui contient la SIM10, les prescriptions, donc je ne sais pas, WHO est ici, ou vous voyez ce que je veux dire, enfin, ou Compendium. Ou... Ouais. Nous, on a ça, et ben en fait, on pourrait très bien créer un enregistrement en disant existe au CHUV ou ailleurs, existe un ensemble de données, hein, etc., qui a ces caractéristiques-là. On pourrait le faire. Mais typiquement, on ne pourra jamais renseigner des champs comme le nombre de participants. Simplement parce que probablement que des admissions, vous en avez tous les jours. Vous voyez, c'est trop dynamique. C'est quelque part, c'est un peu trop dynamique pour être bien décrit dans un catalogue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le décrire un peu, hein, je ne suis pas contre ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop dynamique pour qu'on puisse le décrire à un niveau de granularité où le chercheur va pouvoir en faire un choix informé, en quelque sorte. Voilà. D'accord. OK. Non, merci. Donc, pour le data warehouse, d'accord, c'est très clair. Et la raison pourquoi ce ne sera pas un data catalogue. Par contre, il y a certains projets drivers pour lesquels le périmètre des patients va peut-être être clair et où les données ne vont pas être partagées. C'est peut-être trop tôt dans la discussion, mais et dans ces cas-là, c'est peut-être un point qui va se réouvrir plus tard. Donc, si je comprends bien, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un périmètre, une étude, un projet, un périmètre de patients clairement défini qui vont être échangés sur l'infrastructure Biomed IT. C'est vraiment ce qui est adressé aujourd'hui. En fait. Voilà, alors je crois que c'est ça je crois que c'est la réponse. Vous avez effectivement, Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas limites. Hein. Je pense je pense qu'il peut y en avoir pas mal. Il peut y avoir en fait tout un cas de limite dans les deux sens. Et les essais cliniques, c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Enfin, de toute façon, il y a des cas limites. Mais disons, avec ce genre de catalogue, on va couvrir beaucoup des cas applicatifs classiques de la gestion d'un donné, d'un projet de recherche SPHN ou FNS. Vous voyez, on va avoir beaucoup de, je sais pas que je vais avoir du mal à le, et c'est peut-être 90% ou 2/3 de ce qui se produit quotidiennement dans les projets de recherche. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question sur les consentements. En fait, la gestion des consentements, donc si c'est une vision un peu statique du stockage de données, en fait, comme vous disiez, les data warehouse, c'est des données très dynamiques, mais aussi les consentements à gérer sont aussi des données dynamiques. Et on peut imaginer que sur des données stockées comme ça, il y ait des retraits de consentement de patients dans le temps. Et comment sont gérés en fait du coup alors ça sort un peu du catalogue, mais comment ça va gérer ça si on a des jeux de données qui sont disponibles pour une secondary use, enfin pour la recherche, et qu'entre temps on a des patients qui retirent leur consentement de partage de données ou de réutilisation de données. Comment ça va se passer au niveau de ces gestions de bases de données et donc du coup de l'entretien des catalogues par la suite? Alors, donc effectivement, ça je crois qu'on a un point là-dessus. Alors, il y a deux, si je me souviens bien, on l'a attrapé de deux manières différentes. D'abord, on a géré ça. Donc, l'un des problèmes qu'on a, c'est simplement, enfin, on va dire avant même le retrait du consentement, qui est une modalité importante, on a simplement le problème de la version des datasets. C'est-à-dire que les datasets eux-mêmes, parce que le projet dure, je sais pas, il dure 3 ans ou 4 ans, etc. Et on peut imaginer qu'il va y avoir une première version d'un dataset, et puis qui va être mis à jour, etc. Alors, de toute façon, on a une infrastructure qui permet de faire des liens entre les datasets eux-mêmes. C'est-à-dire que si jamais on avait un dataset, puis qui est suivi 6 mois plus tard d'une mise à jour, la structure de lien permet de garder le chaînage entre les datasets. Ça, c'est on va dire le versionning classique. D'accord ? Sans nécessairement d'ailleurs modifier les métadonnées.
j'entends. On pourrait très bien imaginer que, par exemple, l'indication thérapeutique sur laquelle l'étude porte n'a pas été modifiée. On pourrait même imaginer que le nombre de participants dans l'étude n'a pas été augmenté. Mais en revanche, on a modifié quelque chose dans les données. Donc, les métadonnées elles-mêmes pourraient ne pas être modifiées. Hein, c'est possible qu'elles ne soient pas modifiées, alors que la donnée elle-même est modifiée. D'accord ? Donc, dans ce cas de figure-là, on n'aurait pas. Alors, ça ne marche pas pour le retrait du consentement, puisque le retrait du consentement, on devrait effacer un patient. Donc, la population va diminuer en principe. Hein, d'accord ? Mais on pourrait imaginer beaucoup de mouvements au niveau de la donnée elle-même, notamment au niveau de la donnée telle qu'elle est stockée dans les données sécurisées, là, le Secure Repository, sans que ça affecte du tout la descriptif méta dans le data catalogue. Ça, c'est le premier cas. Okay, mais je suis d'accord, ce n'est pas celui que vous décrivez maintenant. Alors, ensuite, celui que vous décrivez, par exemple, on pourrait, une variante, c'est de dire la donnée a disparu. Donc, on a un patient qui a retiré sa donnée du dataset. Hein, elle a été retirée. Mais l'étude initiale, elle portait quand même sur 1257 patients. Simplement, ce patient-là s'est retiré. Et donc, encore une fois, dans cette seconde variante, on va dire qu'on ne changera jamais le descriptif du dataset. Vous voyez ce que je veux dire ? Simplement, voilà, on pourrait éventuellement attacher quelque chose en disant il y a eu une modification, on pourrait le dire. Mais, donc, c'est pour ça, quelque part, enfin, je ne sais pas si je réponds absolument à votre question, mais en tout cas… Si, c'est un versionning, quoi, en fait. Voilà, exactement. En tout cas, on peut très bien distinguer le catalogue lui-même et les métadonnées du catalogue de la donnée, on va dire… source. Voilà, source. Ouais. Merci. Je vous en prie. Peut-être en complément par rapport à cette question, en tout cas, selon ma compréhension, a été développé dans le cadre de SPHN des outils de traçabilité de ces consentements. Donc là, au niveau technique, il y a la capacité, en tout cas de ce que j'ai compris de la DSI du CHUV, ils ont la capacité actuellement de tracer tout retrait d'un consentement dans le cadre d'une étude donnée, si bien sûr tout a été conçu dès le départ de façon adéquate pour permettre cette traçabilité. Oui, je pensais au consentement général surtout, en fait. Hein. D'accord. Okay. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Patrick, pour cette excellente présentation. Et c'est vraiment très stimulant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir travailler là pour creuser. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.